Voilà, ici c'est le stand Pic-Pic Environnement. Bonjour. Et bienvenue sur le stand de l'association Pic-Pic Environnement. Oui. On fait de l'éducation à l'environnement, on accompagne le grand public Oui. sur des changements de comportement et aujourd'hui on vous parle des animaux que personne n'aime, qui sont appelés les nuisibles et que nous on appelle les mal-aimés de la biodiversité. Ah oui. Donc vous voyez les cafards, les rats, les pigeons, Oui. les moustiques, etc. Tout le monde aimerait s'en débarrasser alors que non, ils font tous partie de l'écosystème. Ils sont tous très utiles à la nature. Oui. Et nous, si on se sent envahi, il y a des manières naturelles de s'en débarrasser des produits naturels. Voilà. Et on voudrait juste rappeler que non, l'homme n'est pas au centre de la nature, à tout diriger. Nous ne sommes qu'un petit maillon de la chaîne et qu'il faut qu'on soit très respectueux de cette chaîne. Voilà. Donc on donne pas mal de petites astuces qui sont accrochées à l'extérieur. Oui. Voilà. Et on insiste surtout dans les relations entre les êtres vivants, toutes les relations qui peuvent exister, sur le commensalisme, justement représenté par ces espèces qu'on n'aime pas comme les rats, les cafards, etc. Donc le commensaux, ce sont des animaux, des espèces qui vivent à nos dépens mais de manière complètement indolore et qui mangent nos déchets. Eh bien, c'est super. Vivons tous en harmonie. Exactement, il faut que tout le monde se supporte. Voilà. Exactement. Enfin, ou s'accepte. Et les commentaires ont été donnés par Caméra de l'association Pic-Pic. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, vous irez voir ma chaîne. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Boom Forest. Quelque chose d'unique grandit sous vos yeux. Alors, je vais poser quelques questions, comme ça je le saurai. Bonjour, messieurs. Bonjour. Eh bien, je me promène et puis je découvre votre stand. Je savais que le forum existait, c'est pour ça que je suis venu. Hein. Bon, mais par contre, tout ce qu'il y a à l'intérieur et que vous pouvez m'expliquer, ça je ne sais pas. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Eh bien, on est une association donc, qui s'appelle Boom Forest. Oui. On est une association qui organise des plantations participatives dans les milieux urbains. Oui. Des plantations d'arbres et des arbustes, des essences locales que vous voyez là. Quand on plante en Île-de-France, on essaie de trouver donc, des espèces qui pousseraient naturellement en Île-de-France. Oui. Il y en a pas mal. Et ensuite, on va les replanter en utilisant une méthode japonaise qui s'appelle la méthode Miyawaki, qui consiste à replanter de façon très dense des espèces justement diversifiées qui vont occuper un petit peu les différents étages dans les strates dans une forêt naturelle. On va essayer de recréer cet espace-là, même sur des petites surfaces. Et on a commencé il y a 4 ans au bord du boulevard périphérique. Là vous avez quelques photos des plantations. On est porte de Montreuil, porte des Lilas. On a fait aussi récemment porte Maillot. C'est surtout des terrains donc, qui sont des délaissés au bord du périphérique où il n'y avait rien de planté ni de construit. Et on fait toujours de façon participative avec des volontaires qui sont courageux pour nous aider à planter toutes ces petites espèces végétales. Et ça pousse très vite. Généralement, au bout d'1 à 2 ans, on peut déjà se cacher dans les espaces qu'on plante, dans les petits bois. Et on fait du suivi les premières années. Et après, l'idée, c'est que le lieu est vraiment complètement autonome. On n'a plus besoin d'entretien, plus besoin d'intervenir, pas besoin d'arrosage. Donc c'est très intéressant pour restaurer des zones qui sont un petit peu pauvres du point de vue de la biodiversité. Donc voilà. Eh bien, c'est super. Tous ceux qui veulent nous rejoindre ou essayer de faire pareil chez eux, n'hésitez pas à consulter le site. J'ai déjà constaté, donc en me promenant à Paris, comme vous vous en doutez, des endroits où justement il y a des bacs de compostage. Oui. Et dans différents quartiers, je vais dire le 19e par exemple, qui n'est pas propice, disons, à être, comment dirais-je, bien agrémenté, les plantes, c'est en train d'évoluer. Ça change, au lieu de voir des papiers, on voit des plantes autour des arbres. Voilà. Il y a des petites... oui, tout à fait. D'habiller le sol aussi pour qu'il soit moins nu et il soit moins soumis à toute la chaleur, à tout le vent qui est assez fort aujourd'hui notamment. Oui. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur, donc je viens de voir madame.
je me présente, Papito Production. Enchanté. Enchanté également. Donc je suis à la recherche d'événements, de salons, pour documenter ma chaîne. Très bien. Bon, j'ai 700 vidéos actuellement. Quel est le sujet de votre chaîne? Eh bien voilà, c'est un sujet général. Vous voulez voir Brooklyn, vous verrez Brooklyn. Vous voulez voir Bogota, vous verrez Bogota. Ah oui, vous Oui. êtes allé partout dans le monde. Pas tout à fait. Presque. Presque. Bon. Après, j'ai loupé beaucoup de vidéos parce que je ne sais pas depuis combien d'années je les mets sur YouTube, mais ça fait pas 10 ans, quoi. Du coup, si vous avez quelques minutes devant vous, Oui. est-ce que ça vous intéresserait de jouer au petit jeu de la fresque agréalim? Mais c'est pas trop dur parce que je veux pas m'afficher. Je comprends, mais je vais vous aider, c'est promis. Ah mais c'est bien. Vous présentez l'outil si Voilà. ça vous Mais intéresse. disons que là, je le fais si vous voulez. Est-ce que vous connaissiez déjà cette forme de Non. outil de Non. sensibilisation? Non. La fresque du climat, est-ce que ça vous Non, parle? non, du tout. Alors bah, tout simplement, c'est... Alors, vous voulez que ça démarre? c'est comme, Alors. comme vous le sentez. Ben, je vais le... Ah, alors attendez juste que je Ouais. termine. Alors dans un cadre exceptionnel, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, le forum de la Météo et du climat. météo et du climat, voilà. Ça, le nom m'échappait. Bon, donc ici c'est la fresque Agri-Alim. Et monsieur? Bonjour monsieur, je m'appelle Alexandre Covin, animateur de la fresque agréable. Eh bien c'est bien, enchanté. Donc je peux participer Évidemment, vous êtes le bienvenu. Avec Eh bien plaisir. c'est bien, alors je vais essayer de répondre aux questions, si je peux. Hein. Alors dites-moi. Ce jeu consiste tout simplement en une somme de cartes qui Oui. chacune représente un phénomène lié aux enjeux, causes et conséquences de notre système agricole et alimentaire. Oui, Et le but étant d'avoir un maximum d'infos sous les yeux, synthétisées et connectées, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, une vue systémique. d'accord. Donc, déjà, à la volée, il y a quelques petits soucis dans notre système agroalimentaire. Oui. Est-ce que ça vous fait penser à quoi est-ce que ça vous fait penser? Aux erreurs qu'on peut faire dans notre système. Et quelles sont-elles? Comment on le conçoit. Quelles sont-elles d'après Bon, alors les facteurs techniques, par exemple, bon, je sais pas, c'est le premier exemple que je vois, Par la exemple. première question. Bon, alors donc c'est pouvoir produire et que tout le monde profite. Tout à fait. Produire grâce à quels moyens? Grâce à quoi? Alors, grâce, disons, aux agriculteurs. Hein, En premier lieu, on est d'accord. on va pas les oublier. Hein. C'est ça, Bon, en premier lieu. et après, bon, ben, produire, bien produire, c'est-à-dire, bon, ben, sans utiliser les engrais, en principe. Ah, bah, Voilà. Alors, je ne sais pas si les engrais c'est bien ou si c'est mal, mais en l'occurrence, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui des engrais, ça pose quelques petits soucis. Ah, Est-ce que vous avez une idée de quels sont ces petits soucis? eh bien, je sais pas, ça détériore la terre. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Enfin, ça détériore. Enfin, disons que, bon, ben, sa cause principale, bon, il vit en Colombie, et là-bas, c'est la terre-mère. On peut dire que ça déséquilibre la vie Oui, dans la terre. oui. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs étages Oui. qui concernent plusieurs milieux. Et ici, donc, concernant les sols, on va avoir la dégradation La des sols. dégradation des sols. Donc, j'avais anticipé la question, oui. Et je vois ça. Je vois ça. Bon, Cette utilisation, alors, les engrais font partie de Oui. ce qu'on appelle une boîte à outils, oui. les outils de production. Il y a d'autres outils dans cette boîte à outils. Avez-vous une idée de quoi est-ce que nous avons besoin aujourd'hui pour pratiquer l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui? Ah, alors là, ça c'est la question où j'accroche. Bon, alors je donne mon joker. D'accord. Alors, en l'occurrence, faut savoir que notre système agroalimentaire est beaucoup, essentiellement même, de moins en moins, mais encore essentiellement basé sur de la monoculture. Ah, d'accord. C'est Monoculture intensive, je présume. exactement. Voilà.
monoculture intensive et standardisée. D'accord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, les différentes populations mondiales se nourrissaient avec plusieurs milliers d'espèces végétales et animales. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'espèces végétales et animales avec lesquelles on se nourrit de manière très majoritaire? Pommes de terre? Alors justement, combien d'espèces végétales? Ah oui, pardon. Les pommes de terre en font partie, oui. Je sais pas, peut-être une dizaine. Ah, vous êtes proche, tout à fait. Je suis proche. C'est 12 espèces végétales qui couvrent 75% de nos besoins. D'accord. Malheureusement. Et combien d'espèces animales, d'après vous? Alors, en espèces animales, 4. Monsieur est fort. Monsieur est fort. 5. 5. Ah. Et justement. Quelle est la 5e? Alors, moi, je dirais les bovins, les ovins, la volaille, les poissons. Est-ce que ça rentre dans le... J'ai plus exactement la liste, mais il y a aussi les caprins. Bovins, ovins, caprins. Caprins, alors excusez-moi, caprins. Volaille, c'est les chèvres. Les chèvres, d'accord. Et après, ça doit, le porc aussi. Les porcins. Oui, il me semble que les poissons, ça arrive après. D'accord. Donc, parmi ces outils de production, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous avez une petite idée? Justement pour élever des animaux avec les plus grosses performances possibles, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'eau. D'eau, tout à fait. Ça fait partie. L'eau et puis de moyens mécaniques aussi, enfin je sais pas. Tout à fait. Moyens mécaniques qui vont fonctionner grâce à quoi? Grâce, disons, à l'énergie qui remplace les chevaux. Quelle forme d'énergie, plus précisément? Eh bien, l'énergie issue du pétrole. Tout à fait, voilà. Énergie fossile. Fossile, voilà. Le pétrole est la principale énergie fossile, mais on peut y rajouter aussi le charbon et le gaz. Le gaz qui rentre notamment dans la fabrication d'un engrais particulier. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Les engrais, une catégorie d'engrais? Il y en a un qui a été interdit et qui est quand même utilisé, glyphosate, non? Alors non. ça c'est une autre, c'est pas un engrais, c'est un autre type de composant. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il y a derrière cette petite carte? Non, je ne sais pas. Les pesticides. Les pesticides. Oui. Donc si on revient sur les engrais azotés notamment nécessitent beaucoup de gaz. Oui. Et il se trouve que les engrais phosphatés, ce sont des ressources minières qui sont en voie d'épuisement. Enfin, ce sont des ressources comme beaucoup qui ne sont pas renouvelables. Donc on tape dans un stock fini. D'accord. C'est représenté par cette carte-là. Déclin des réserves de pétrole et de roches phosphatées. Oui. Tout à l'heure, je vous parlais notamment pour élever des animaux. Vous avez parlé, on a besoin de ressources en eau. Oui. Comment vivent, à partir de quoi vivent les animaux et justement grâce à quoi est-ce qu'on peut les engraisser? Eh bien avec des boulettes. Avec enfin, disons des aliments. Des aliments concentrés. Concentrés, voilà. Disons qui vont remplacer des herbes ou je sais pas quoi. Et on les traite aux antibiotiques de manière préventive, même s'ils ne sont pas malades, parce qu'après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc d'emblée, on en mange. On en mange et ça se retrouve aussi dans l'heure d'éjection, qui elle-même se retrouve pour partie dans les sols et dans les cours d'eau. D'accord. Et donc à l'océan. Oui. Et tout ça perturbe le cycle de beaucoup d'animaux. Parmi ces autres outils de production, on peut citer aussi les espèces au rendement, la sélection génétique qu'il a fallu faire. Donc pour le haut rendement. Pour utiliser les espèces qu'on cultive aujourd'hui, c'est un peu comme des Ferrari. Ça fonctionne très fort, ça produit énormément. Malheureusement, c'est très fragile. Il y a forcément une contrepartie. Ça nécessite une technicité derrière pour que ça fonctionne qui est hyper importante. Tandis que vous prenez une 4L, une 4L elle peut aller au bout du monde, ça ne nécessite qu'un conducteur. Par contre, elle n'ira pas à 250 à l'heure. Voilà, elle est limitée en vitesse. C'est ça.
dernière catégorie d'outils de production. Est-ce que vous avez une idée? Tout à l'heure, vous avez parlé des ressources en eau. Oui. Comment est-ce que c'est géré tout ça? Les ressources en eau, notamment le maïs. Comment est-ce qu'on cultive le maïs? Eh bien, on le plante tout d'abord. Tout à fait. Mais après, il faut l'arroser. Et pour l'arroser, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est ça, comment est-ce qu'on l'arrose, le maïs? On l'arrose, comment dirais-je, toujours mécaniquement avec des tracteurs, des grandes rampes. Non. Des tracteurs, oui, ça peut aider pour déplacer les rampes, justement, dont vous parlez, qui sont des infrastructures d'irrigation et qui nécessitent justement aussi des énergies fossiles, parce que pour pulser toute cette eau au travers des rampes et du coup sur les champs, ça se fait pas à l'énergie solaire ni électrique. Ça se fait grâce notamment aux énergies fossiles. Je parle évidemment à l'échelle mondiale. Dans quelle direction est-ce qu'on va partir? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides? Eh bien, pour tuer comment dirais-je, les animaux nuisibles, enfin que l'on considère comme nuisibles. Tout à fait. Voilà, j'ai visité Pic-Pic qui finalement nous démontre que les rats, enfin tout est nécessaire dans la vie. Il n'y a pas que l'homme. Voilà. C'est ça. Donc pour lutter contre ces prétendus nuisibles, on utilise des pesticides, mais aussi on va utiliser une technique mécanique ancestrale qu'on utilise grâce à une charrue. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le son. Oui, quelle est l'action qu'on va faire avec? Labourer. Tout à fait. Oui. Exactement. Voilà. Le labour. Donc ces outils de production et cette technique avec d'autres aussi, qu'est-ce que ça permet du coup? Ça permet de semer. Sur les productions, justement, on ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça quand même pour semer et récolter après. Pour produire de plus en plus. Voilà, hausse de la production. Sauf que tout ça c'est pas gratuit, ça entraîne des conséquences sur nos systèmes naturels et les systèmes humains. Notamment, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Brésil? Enfin en ce moment ça fait déjà plusieurs années. Eh bien c'est la déforestation. Exactement, pour libérer des terres. Voilà. Et donc là, c'est un peu connecté aussi à la fresque du climat. D'après vous, quel phénomène la déforestation va amplifier? Eh bien, un appauvrissement de la terre, sur le climat, moins de... Justement, qu'est-ce que ça fait sur le climat? De chlorophylle, enfin, l'effet, enfin, comment dirais-je... Ces arbres-là. Oui. Ils ont cru toute leur vie en captant du carbone. Voilà, c'est ça. Ils contiennent du carbone, donc en brûlant, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ils dégagent du carbone. Exactement. Et ce carbone-là, qu'est-ce qu'il va faire sur le climat? Eh bien, il va l'abîmer. Le dérégler, tout à fait, monsieur. Dérèglement, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Tout à l'heure, on a parlé de l'utilisation de l'eau. Oui. À votre avis, elle vient d'où toute cette eau? Elle est pompée, donc des nappes phréatiques qui s'appauvrissent. Ça en fait partie, puis aussi dans des cours d'eau. Dans des cours d'eau, voilà. Tout à fait. Mais comme les glaciers fondent actuellement, la fonte des neiges n'apportera plus dans quelques années l'alimentation de ces cours d'eau. Bien sûr. Ouais. Les outils, enfin l'utilisation des outils de production, qu'est-ce que ça fait aussi sur l'eau, d'après vous? Quand les pesticides et les engrais. Ben ça pollue les rivières, enfin les cours d'eau, et tout à fait. Ça fait mourir les poissons, enfin la pollution des eaux, voilà. Enfin, là, qu'est-ce qui nous manque à votre avis sur la dégradation des sur l'étage des sols? Si vous regardez autour de vous, est-ce que vous trouvez que c'est un environnement propice à la culture de quoi que ce soit? Non, pas tellement, parce que c'est bétonné. Exactement. Voilà. Donc il faut que il y ait des surfaces meubles, quoi. Exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ce processus de construction? Je ne me rappelle plus. Là. On peut appeler ça urbanisation. Ah oui, l'urbanisation, ou d'une manière plus générale, artificialisation des sols aussi. Voilà,
Donc on met un maximum de goudron, de ciment, il n'y a plus de pénétration de l'eau de pluie, exactement. Et ainsi de suite. Voilà. Et quand tous ces sols sont soit artificialisés, soit dégradés, soit prisés par le marché de la terre d'une manière générale, qu'est-ce que ça provoque sur toutes les terres qui sont... Ça appauvrisse. Oui, alors c'est plutôt disons qu'il y a une compétition, une compétition pour l'accès aux terres. Moi aussi, voilà, la pression sur les terres. C'est ça. Voilà. Ici, vous avez le découpage de toute la surface de la planète. Donc en terre. Alors heureusement qu'il y a les chiffres parce que voilà, on utilise, c'est pas aux proportions pour pouvoir faire un zoom sur les terres émergées. Voilà pour le découpage. Dans quelle direction est-ce qu'on va partir maintenant? À votre avis, cette pression sur les terres, qu'est-ce que ça génère sur les agriculteurs? Notamment les jeunes agriculteurs qui voudraient bien s'installer. La pression sur les terres, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins. Oui, ben justement, à votre avis, quand ils sont en compétition avec des promoteurs immobiliers, que tout ce qu'on leur propose, c'est des sols dégradés, des terres dégradées, et ben ça leur provoque des difficultés d'accès au foncier. Et voilà, exactement. Et bien que je sois sur la place de l'hôtel de ville, je vais quand même dire à Madame Hidalgo que l'abattage des arbres à côté de la Tour Eiffel pour faire des restaurants pour les touristes, c'est pas une bonne idée. Tout à fait. Voilà. Vu que ma collègue vient d'arriver, je peux en profiter pour la présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute. Attendez. Ou si tu veux te présenter toi-même à la limite. Voilà. Oui. Mais vous me laissez un peu respirer parce que monsieur, il était dur avec moi. Peut-être un peu d'eau, je sais pas ce qui se passe dans cette atmosphère là, mais donc moi je suis Astrid Tartoulet, je suis une des deux co-créatrices de l'atelier, la fresque Agrialim, et Alexandre a dû vous expliquer, mais du coup l'atelier s'inspire de la fresque du climat, et l'objectif c'est de donner cette vue d'ensemble des enjeux du système agricole alimentaire, avec là un format où on a représenté tous les enjeux, et l'idée c'est sur ce type de salon, de forum, de pouvoir avoir les participants qui passent et leur faire deviner quelles sont les principales menaces, les principaux enjeux de ce modèle agricole alimentaire. D'accord, voilà. C'est bien. Et du coup, est-ce que vous voulez qu'on finisse? Alors, monsieur, bon allez, je me jette, je continue. Vous finissez? C'est parti. Tu veux finir Alexandre ou tu veux que je prenne la suite? Je te laisse continuer. Ok. Voilà. Du coup, donc là, on a vu surtout la partie agricole et impact sur les écosystèmes. Si on va peut-être maintenant sur les facteurs socio-économiques, donc typiquement si on prend l'intensification, la standardisation, si on se replace dans un contexte années 50, qu'est-ce qui a provoqué cette intensification-standardisation? Pourquoi est-ce que dans les années 50, on s'est dit on va intensifier? C'est-à-dire que je présume qu'il fallait donner à manger à tout le monde, sortait de la guerre, il y a eu le remembrement. Exactement, donc on a un sujet d'augmentation de la population. Donc ça qui est le phénomène le plus connu. Quel est l'autre élément? Eh bien c'est la productivité, enfin, disons que rapidement quoi, le temps. D'accord, mais toujours si on se situe là, sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a un autre élément qui a encouragé aussi cette intensification standardisation. Alors là, plutôt le lien entre les États-Unis et l'Europe. Comment dirais-je, le commerce. Voilà, c'est ça. En fait, il y a le plan Marshall, notamment en 1947, qui lui va, en gros, donc les États-Unis acceptent d'aider à la reconstruction économique de l'Europe, mais ça à condition qu'il y ait un achat de machines, matériel, et venu des États-Unis. Donc ça c'est l'autre phénomène qui va aussi encourager cette intensification standardisation. Maintenant, si là on se place vraiment au niveau économique, qu'est-ce qui a participé, qu'est-ce qui a en gros été une cause de l'intensification de la standardisation, un phénomène économique qui touche à la fois les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, tous les acteurs de la chaîne alimentaire.
et qui les a encouragés à davantage intensifier, standardiser? C'est le rendement. C'est le rendement, et donc le rendement, c'est quoi les variables du rendement? C'est la finale, enfin disons... le rendement, c'est quoi? C'est des revenus moins des coûts? Oui, disons, c'est augmenter, enfin disons, les revenus en baissant les coûts. Exactement. Donc il y a une pression sur les prix, il y a vraiment ce... Voilà, pression sur les prix, voilà, donc entre les producteurs et les distributeurs. Exactement, exactement. Une pression sur les prix qui s'opère, mais même entre les producteurs entre eux, même parce que les producteurs, eux, vont être, puisque les acteurs de l'aval vont faire pression pour que leurs prix soient les plus bas possibles, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire typiquement, les agriculteurs? Ils vont essayer, ils vont utiliser comment dirais-je, tout ce qui est à leur portée pour être le plus rentable. Voilà. Donc ils vont utiliser des pesticides, et ainsi mais qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont se regrouper, enfin disons, s'intensifier. Ils vont s'agrandir, ouais, c'est ça. Voilà. Exactement, l'agrandissement des fermes. Voilà. Ok, et ça, l'agrandissement des fermes, typiquement, c'est aussi favorisé par un autre facteur qui, lui, a été mis en place notamment pour compenser la baisse des prix des agriculteurs. Pour compenser la baisse des prix et puis aussi pour encourager la production. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc on a mis la PAC. La PAC, exactement. Voilà, exactement, donc c'est les politiques et subventions qui eux-mêmes encouragent aujourd'hui l'agrandissement des fermes. D'accord. Quel peut être l'impact de l'agrandissement des fermes sur les agriculteurs et de tous leurs investissements? Donc ils vont gagner plus, mais par contre, ils seront moins. Donc, ils vont gagner plus, ça c'est pas dit. Non, mais théoriquement. Théoriquement, mais les moyens de production sont plus pour justement importants. investir, à quoi est-ce qu'ils ont recours? Ils ont recours à des emprunts. Exactement. Exactement, donc l'endettement. Ouais. Ok. Alors maintenant, si on reste là sur les facteurs économiques. Les facteurs économiques, on avait la pression sur les prix. Oui. La pression sur les prix, donc on a vu qu'il y avait différents acteurs qui faisaient pression pour que ces prix soient les plus bas possibles. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé. C'est lequel selon vous? Qui fait aussi pression, qui est sur cette chaîne alimentaire. C'est la bio. C'est la distribution. Ça, on en a parlé. On en a parlé. Alors là, je vois pas ça. C'est le consommateur. Ah ben oui, c'est le consommateur, c'est nous. C'est le consommateur. C'est l'acteur final qui, lui, cherche toujours les prix les plus bas. Exactement, et qui en plus de ça, dans les années 50 et après, va avoir accès à d'autres activités, de loisirs, de services. Et donc son budget consacré à l'alimentation va faire pression, exactement. Mange moins, mais peut-être moins bien, mais ils vont se promener. Voilà. Alors, ils mangent moins bien, c'est quoi la conséquence de manger moins bien? Eh bien, disons, la conséquence de manger moins bien, ça a des conséquences, comment dirais-je, de santé, quoi. Exactement. Impact sur la santé et la nutrition. Impact sur la santé. Ouais. Voilà, santé et nutrition. Et puis, c'est à peu près tout, non? C'est presque tout, on a presque fini. Presque fini. Mais alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme la pression sur les prix? Oui. Qu'est-ce qui fait pression? Quels sont les phénomènes dans notre modèle économique qui ont participé à cette pression sur les prix? Eh bien, c'est la distribution, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme... la distribution, ça c'est un point, c'est-à-dire la distribution. C'est les ententes à faire entre le... Bon, déjà, il y a... Il y a une forme de concentration, ça c'est vrai, normalement cette carte elle y est pas dans ce... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand on parle de distribution, comment est-ce qu'elle s'organise cette distribution? Eh bien, soit elle s'organise directement par une pression sur les agriculteurs, enfin ceux qui participent, à les accepter dans leurs locaux, moyennant, disons... Ouais, alors là c'est plus les aspects logistiques. Oui. Voilà. C'est la chaîne d'approvisionnement industrialisée. Voilà. Et il y a un autre facteur qui joue sur les prix, qui est là est vraiment un facteur plus global. Il faut vraiment prendre du recul et... Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 50?
qui a notamment été permis via cette révolution des transports, le fait qu'on puisse acheminer les denrées un peu partout dans le monde. C'est la mondialisation. Exactement. Voilà. Et donc avec la mondialisation, il y a ce marché à l'export notamment qui s'est mis en place. Donc c'est les accords avec les États-Unis, le Canada. Exactement. Et alors si peut-être on revient sur les habitudes alimentaires, aussi la pression sur les prix. Qu'est-ce que ces habitudes alimentaires, elles ont entraîné, le fait qu'on ait des prix plus bas, qu'on ait peut-être moins de lien avec son alimentation? Quel impact? Surconsommation. Surconsommation. Disons gaspillage. Exactement. Voilà, les frigos sont pleins et on jette. Exactement. Moi je vous dis que des yaourts de 4 mois après je les mange quand même. Bah voilà, je suis pas mort. Vous n'êtes pas malade. Ok. Et alors là maintenant on a presque fini, hein. Il nous reste 3 cartes. 3 cartes. Alors là. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être au niveau des agriculteurs là. Oui. L'accès, la transmission du foncier, le fait que ce soit difficile d'accéder à la terre, qu'il y ait ce risque sur les rendements. Qu'est-ce que ça il faut les aider, et puis faire en sorte, disons, qu'ils soient rétribués normalement pour qu'ils continuent à travailler. Ouais. Les encourager. Mais c'est quoi l'impact? Bonjour. L'impact, ce sont des aides? Non. Alors l'impact, c'est l'épuisement des vocations. L'épuisement des vocations. Oui, voilà ça. Donc les fermes qui sont transmises de famille, l'héritage, c'est terminé. Bon, alors maintenant, bon, j'ai vu aussi qu'il y a des lycées agricoles, il y a des jeunes qui s'investissent, qui changent à l'agriculture, ou il y en a même des citadins qui vont à l'agriculture. Exactement. Alors, est-ce que ce sont des bobos ou... Il y a de tout type. Il y a tout, voilà. Ouais. Et du coup, peut-être là, si on termine, c'est donc les inégalités économiques et sociales qui ont un impact. Et quel est le facteur final, la conséquence ultime? Quel est le risque ultime là, de tout ça? Est-ce que les agriculteurs, il n'y a plus d'agriculture? Exactement, et donc pour le consommateur, c'est quoi aussi l'impact? C'est-à-dire que l'impact, il n'y aura plus rien à acheter. Voilà, donc c'est l'insécurité alimentaire. Voilà. Donc, et ça se termine là. Et ça se termine là. Est-ce que je mérite, disons, mon certificat d'études? Tout à fait. Bon. C'est validé. C'est validé. Merci beaucoup. Madame, c'est France Culture? Oui. Moi, c'est Papito Production. Ah, je connais pas. Ah, ben vous allez me connaître. Avec des thématiques à la fois sur les facteurs techniques liés à la production agricole, à la fois sur les facteurs socio-économiques, à la fois sur l'impact sur les écosystèmes et également l'impact sur les sociétés. Donc là, vous êtes sur un format quiz. Le format quiz qui est très adapté sur les salons, les forums. Et l'objectif, c'est de prendre les participants sur du temps qu'ils ont. Ça peut être quelques minutes jusqu'à plus ou moins une demi-heure. Alors ici, c'est Parc naturel régional de l'Avesnois. Et la Massif, et ben tiens, il y a un monsieur que je vais voir et interviewer. Bonjour monsieur, donc vous êtes ici à Paris et... Oui. Que faites-vous? Alors, en fin de compte, on est à la Massif, donc assureur de l'économie sociale et solidaire, et on est partenaire du Parc régional de l'Avesnois sur un stand, venez je vous montre, sur un stand de la biodiversité. Donc l'idée, c'est d'informer, sensibiliser les visiteurs sur tous les petits gestes, les petits éco-gestes du quotidien qu'on peut faire pour limiter l'impact sur l'environnement, pour limiter les gaz à effet de serre. Donc là, par exemple, on a un stand qui s'appelle la face cachée du numérique, où on explique, en tournant les petits panneaux, on explique un peu les petits gestes qu'on peut faire sur le numérique pour réduire l'impact sur la nature. Par exemple, vous voyez, si on conserve un courrier dans la messagerie mail, c'est l'équivalent de 10 grammes de CO2 par an. Parce que ces messages, ils restent sur des serveurs à l'autre bout du monde. Qui chauffent. Voilà, qui chauffent et qui fonctionnent à l'électricité qui n'est pas renouvelable. Donc ce qu'on fait, nous, on dit simplement, c'est tout simple, vous videz, vous nettoyez votre messagerie régulièrement. D'accord. Donc voilà, donc on a plein d'éco-gestes. Là, on a un petit atelier assez sympa sur la pêche aux déchets. Donc on dit aux jeunes de pêcher un objet. Alors ça peut être un mégot, et puis là on explique le problème du mégot, la pollution de l'eau, tout ça, et on donne la réponse. Donc là, typiquement, c'est avoir un cendrier de poche, ou jeter le mégot dans une poubelle et pas partir. Et on a la même chose sur les bouteilles plastiques.
Donc là, par exemple, les bouteilles plastiques, on explique un peu tout ce qu'il faut pour la fabriquer. Il y a un vrai problème des déchets plastiques. Et que par rapport à ça, il y a une solution toute simple, c'est la gourde. Une gourde, et vous évitez de racheter systématiquement des bouteilles en plastique. Donc ça, voilà, c'est des petits ateliers un peu ludiques qu'on a mis en place. Et après, on présente aussi un peu, si vous voulez bien, ici. Pardon. Donc au niveau de la Massif, on explique un peu tous les partenaires qu'on a mis en place. On a par exemple Surfrider, Foundation Europe, et on les soutient sur un programme qui s'appelle Plastic Origin, et qui on propose aux gens qui se baladent dans la nature d'aller ramasser les déchets, de prendre en photo les déchets sur les cours d'eau, de le signaler aux collectivités pour qu'on les ramasse avant qu'ils finissent dans l'océan. Donc c'est des programmes vraiment où on incite les citoyens à participer pour éviter la pollution plastique. Et on fait des ateliers de sensibilisation avec le parc régional de l'Avenois. D'accord. Qui se trouve où? Alors il se trouve à Maroilles, dans les Hauts-de-France. D'accord. Voilà. Et on les aide justement, on les soutient pour qu'ils viennent à Paris, à Marseille. L'année dernière, ils étaient au Congrès mondial pour la nature à Marseille avec nous. Et on essaie de faire un peu le tour de France pour faire connaître tous ces gestes-là. Très bien. Et voilà. Et puis on est très heureux d'être ici au forum c'est bien, cette année. Écoutez, c'est super. Je prends un petit peu les... Voilà. Et on met en avant un peu tous les programmes, les dispositifs. Et je vous propose un petit jeu. Vous pourrez jouer chez vous en famille. C'est des quiz, plein de quiz sur la nature, l'environnement, pour en savoir plus. Donc je vous l'offre avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre geste. Je vous en prie. Voilà. Et je dois vous dire que je suis pas... Je suis pas un écolo, disons, à 100%. Mais vous voyez, tout le monde peut faire quelque chose au quotidien. Ma voiture, je l'ai utilisée hier parce que nous étions plusieurs personnes. Et là, je suis venu par les transports. Et hier, c'était du covoiturage et là, c'est le transport public. Voilà. Donc, bienvenue. Et puis, eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, bravo pour votre travail. Merci à vous. Et là, donc, ça fait partie de l'Avenois, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, ce monsieur-là, il était là, à côté sur le stand, puisque vous êtes partenaire. On est ensemble. Voilà, vous êtes ensemble. C'est notre directeur de l'action mutualiste du Nord, des Hauts-de-France, qui est venu accompagner le parc, qui est un partenaire local. Voilà, donc on est en force. C'est un peu le contenu, quoi. Voilà. Donc ça c'est le tour du monde de Dungeon. Vous avez suivi, j'espère. Alors je recommence au cas où vous n'auriez pas tout vu. On va aller en accéléré. De toute manière, avec les souris, en regardant sur un ordinateur, on coupe si on veut lire. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, monsieur. Et puis, bon dimanche. Merci et bonne continuation. Vous êtes là jusqu'à jeudi, je crois. Mardi soir. Mardi soir. Et j'irai en revoir avec plaisir la vidéo vous verrez, sur votre site. Il y a des bonnes vidéos. Si vous voulez les représentants du parc de l'Avenois, vous les avez là, les deux. Ces deux messieurs? Ah ben oui. Bonjour monsieur. On va être sur une vidéo sur une chaîne YouTube. Le directeur, c'est lui. Voilà, bonjour monsieur, Papito Productions. Enfin, je suis retraité indépendant, amateur. Je fais les vidéos pour le plaisir et je partage. Parfait. Voilà, donc en même temps, ça fait toujours un petit peu de pub. Oui. Voilà. Et puis, et j'ai partout. Hein. Donc, je suis en Colombie, aux États-Unis. Papito Productions. Papito. Production, en un seul mot. Il y a du monde, il y a la chaîne. Voilà. Il m'a dit demain soir. Papito Productions.
de saison, pardon, que ici on regarde Agence parisienne du climat. Ben, je reviendrai tout à l'heure pour poser quelques questions. Bon. Le loisir plein bas carbone. Là, on va dans les légales, pareil avec les légales. Et là, les deux paysages, c'est le paysage de France. En France, on a la chance d'avoir la montagne, la mer, l'océan, les rivières, on a tout. Ça, on ne pouvait pas le dire dans tous les pays. En l'occurrence, on a tellement importante que sinon, on ne fait pas d'exemple. On part à un niveau, c'est la même chose sur le jeu. Forcément, une personne qui est moins chez eux, pas du tout. Je veux dire que le jeu, c'est Je sais pas tout vu, mais j'ai vu fin de la tournade. D'accord. Mariage, enterrement, je sais pas, les personnes de jeunes filles. Est-ce que tu veux mettre ta convertie cette jeune fille, cette belle jeune fille? Alors, oui et non. Il est plus grand. Voilà. Il est un peu plus large que moi, mais... C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dedans. Voilà. Alors, vous êtes Tess, du coup, donc citoyenne pour le climat. Oui, bonjour, enchanté. Donc, moi, je fais une petite vidéo personnelle que je publie sur ma chaîne YouTube Papy Tour Production. Et après, ce que j'aurais filmé, si vous voulez l'exploiter, il n'y a aucun problème. Vous avez tous les droits. Jean-Monsieur, là aussi, un beau t-shirt. Voilà, citoyen pour le climat. Bon, alors je vous cache pas, j'ai fait la COP 21, 4 journées, donc j'ai rien manqué, des interviews aussi. C'est vu, c'est pas vu, peu importe, moi je l'ai pour moi, je peux le regarder. Et tant que je peux, tout ce qui est dit. Alors, quel est votre rôle réellement?
Notre rôle, on fait essentiellement de la sensibilisation autour du climat. D'accord. Alors, dans des événements comme ça, grand public, mais on va aussi dans des écoles et lycées, et puis un petit peu dans des entreprises. D'accord. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes. Oui. Pour ça, on a plusieurs supports qui existent. Donc, on a un petit peu les posters comme ça qu'on va présenter lors des événements comme ceux-ci. On a quelques petits jeux aussi qui permettent de sensibiliser. On a un climat poli, une bataille du climat qui permettent de sensibiliser sous forme de jeu. Et puis sur notre site internet, on a aussi des résumés des différents rapports du GIEC. Qui permettent vraiment d'être plus accessibles au grand public que des rapports qui font parfois beaucoup de pages et tout le monde n'a pas forcément la motivation d'aller les lire. Donc nous on fait vraiment des petits résumés synthétiques avec des petits schémas assez visuels. Bon, donc c'est de la promotion quoi. C'est beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation. C'est ça, on essaye de se baser beaucoup sur vraiment des rapports scientifiques. Beaucoup les rapports du GIEC, de l'IPBES. Voilà, on essaye vraiment d'apporter une base scientifique solide dans la sensibilisation climat. Voilà, écoutez. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de toutes les tentes de nos partenaires qui sont là pour vous accueillir, vous montrer un petit peu ce qu'ils font, comment ils se mobilisent face au changement climatique. On parle météo et climat durant tout ce week-end et également jusqu'à mardi ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec des conférences dans l'Agora. En plus, il y a de l'ombre, c'est plutôt pas mal, c'est prêt. Et puis, on aura également une conférence qui démarrera à 15h30 et jusqu'à 16h30 sur l'art et l'écologie. Eh bien, après cette petite présentation par les officiels et votre représentation de votre stand, je vous remercie et je continue. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Bon. Ah. Les trois quartiers sont constitués par des forêts. L'IGN. Ah, c'est l'Institut géographique national. Un petit point pour Carole. Quel était cette année, ce jour? Là, c'est l'IGN, donc je l'ai utilisé pas mal avec mes cartes cyclistes et vététistes sur les chemins, les petits sentiers, enfin, c'est très bien représenté. Et là, il y a un petit jeu là, mais je vais pas y aller. Non. Janvier. Non. Mais faut buzzer. C'était le 5 mai. Attention, il a combien, Jay? Il a 7 là. Voilà. On lui met 2. Il y a un petit jeu qui est organisé, mais je vais m'en aller. Quelle portion du territoire métropolitain occupe la forêt en pourcentage? Combien de pourcents? Ouais. Alors vous pouvez d'ores et déjà regarder autour de vous, vous avez peut-être des réponses aux questions que je vais vous poser, soit sur l'écran, soit sur les panneaux derrière. Ok, top, on va jouer en 12 points, 3 points par bonne réponse. Ton prénom? Johan. Johan. Rosine? Ah, Roseline. Mathilde. Mathilde. Vous êtes prêts? Ouais. Mais lui, il est surentraîné. Il travaille à LGN. Ah oui. Chaque année en France, les forêts absorbent combien de pourcentage des émissions de CO2? Allez, on va dire 25%. C'est moins. 10. C'est plus. 20. C'est moins. 18. C'est moins. 15. C'est la bonne réponse. 3 points pour Vraiment Mathilde. du premier coup, Mathilde, c'est impressionnant. Millions d'hectares. 8,24 millions d'hectares et on dit 8 millions. C'est-à-dire qu'à la Réunion, évidemment, il n'y en a pas tellement. Vrai ou faux, le bois est une énergie renouvelable? Vrai, le bois est utilisé comme combustible et bien une énergie renouvelable si les zones défrichées sont replantées et ne causent pas une érosion trop forte. Non, à la hauteur déjà.
Ici, elles sont... Il y a quand même beaucoup de lumière et on peut considérer que c'est quasiment des pentes isolées. Teravox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais me le faire expliquer. Bonjour monsieur. Bonjour. Tenez, si vous voulez rentrer là, comme ça, il n'y aura pas de contre-jour. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous écoute. Et donc, je m'appelle Alain Druellan, je suis référent projet réalité virtuelle. Donc, je travaille pour l'entreprise Teravox. Oui. Teravox, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Son but, c'est de répondre à un besoin d'utilité publique. Et aujourd'hui, on est présent au sein du Forum international de la météo et du climat pour présenter un atelier sur la réalité virtuelle. Oui. En fait, c'est un jeu pour sensibiliser et informer les participants sur comment mieux trier nos déchets. Oui. Donc, le but du jeu, c'est de réaliser le meilleur score. C'est un jeu qui dure 2 minutes, oui. Ou alors s'arrête au bout de 3 erreurs. Et nous, on a une communication pour sensibiliser le grand public à essayer de réduire au maximum les déchets. On est entouré de déchets et donc voilà, il faudrait essayer de réduire au maximum la quantité de déchets que l'on produit. Bien sûr, après, derrière, on va parler de réemploi, de recyclage et de toutes les thématiques qui sont abordées. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super. Bon, je ne vais pas faire le jeu parce que bon, je ne voudrais pas perdre. Oh, mais en fait, il n'y a pas de gagnant ou de perdant, c'est chacun... Je plaisante. Exactement. Non, je plaisante. On est vraiment dans une démarche pédagogique et ludique, il n'y a pas un objectif de performance, donc vous pouvez essayer avec grand plaisir. Non, mais disons que je vous remercie pour les explications et je laisse, disons, découvrir ceux qui ne connaissent pas. Ça marche. En tout Merci cas, je vous souhaite beaucoup. une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez-y, la place est libre. Merci à vous. Vous en faites quoi de vos films? On peut les voir où? YouTube. YouTube, d'accord. Papito Production. Papito Production. Regardez. Papito Production, comme ça se prononce. Excellent. Et vous allez trouver ça, il y en a, j'en ai 800. Non, pas tout à fait. Il y a de quoi faire. Quoi. Mais je fais tout. Génial, ouais, c'est intéressant. Ça m'occupe, la retraite. Ouais, au revoir. Bonjour messieurs, dames. Alors moi c'est Papito Production sur YouTube. Est-ce que vous acceptez que je vous filme, de dire quelques mots et demain vous aurez le plaisir de vous voir sur ma chaîne. Vous avez bien noté hein? IPSL. IPSL. L'Institut Pierre-Simon Laplace. Institut Pierre-Simon Laplace. Ah. Et alors, quelle est votre... C'est une fédération de recherche sur les sciences du climat. Oui. Composée de 8 laboratoires et 2 équipes de recherche associées. Oui. Qui travaillent un peu sur tous les différents... En fait, tous les différents compartiments du système climatique. Oui. Il y a des laboratoires qui travaillent sur l'océan, d'autres qui travaillent sur l'atmosphère, la pollution de l'air, la composition du sol, les géosciences, techniquement, les eaux souterraines, même des équipes qui travaillent sur les exoplanètes, l'atmosphère des planètes du système solaire. De manière globale, il y a le climat. Voilà, la végétation, les modélisations, l'observation. Et donc on a un ensemble de petites expériences pour essayer d'expliquer en fait le système climatique et ses différentes parties. Il y a des petites expériences plutôt sur l'atmosphère, plutôt sur l'océan. On commence par les nuages, les orages ensuite, et puis par ailleurs au niveau des océans, comment évolue la chimie avec l'acidification des océans, et puis par ailleurs la circulation, la fonte des glaces et les impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes. Très bien, bon, j'en ai appris pas mal. Hein. Merci beaucoup. Vous voulez voir un petit peu comment fonctionnent les différentes expériences? Pardon? Vous voulez voir un petit peu comment fonctionnent les différentes expériences? Ah ben, si vous voulez, oui, je voulais pas abuser de votre gentillesse. Ah ben non, non. Donc, ces dames vont me faire des expériences que je vais filmer. Comme ça, ben, tous ceux qui n'auront pas pu venir pourront voir. Alors, je vous écoute. Par quoi on commence? L'autre qui était avant sur la conformation sous forme. Ouais, on commence par ça. Est-ce que vous savez c'est quoi la raison principale aujourd'hui de l'élévation du niveau de la mer? Oui, c'est le réchauffement climatique, la fonte des glaces.
Ouais, alors oui et non. C'est le réchauffement climatique, effectivement. La fonte des glaces, c'est une des raisons. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas la raison principale de l'élévation du niveau de la mer. C'est une raison importante, mais c'est pas la première. Le premier facteur aujourd'hui, c'est la dilatation des océans. Ah, d'accord. Donc, avec le réchauffement... À cause du réchauffement climatique, absolument. En fait, donc là, on a un récipient avec de l'eau au niveau de l'élastique à peu près, avec de l'eau froide dedans, et on l'a plongé dans de l'eau chaude pour que l'eau à l'intérieur du récipient se réchauffe. Donc on va simuler le réchauffement climatique avec l'océan qui absorbe la chaleur. En fait, c'est devenu un peu trouble à l'intérieur. Regardez bien en se mettant à un niveau, ça peut peut-être prendre un petit moment. L'eau est devenue des petites bouffettes en suspension d'eau. En fait, le niveau de l'eau ici va augmenter. Ça, c'est un des... Et on n'a pas rajouté d'eau dessus, on n'a pas changé la quantité qui était vraiment dans le récipient. C'est vraiment juste en se réchauffant, en gagnant en température, les molécules d'eau deviennent plus agitées, se dilatent, ça change la densité de l'eau. Et du coup, c'est ça qu'on appelle la dilatation des océans. C'est ça qui aujourd'hui la première raison de l'augmentation du niveau des mers. Après, bien sûr, comme vous l'avez dit, la fonte des glaciers, c'est plus de conséquences, disons, mais c'est pas la cause principale quand même. Aujourd'hui, pas encore, mais par contre, ça va mieux devenir. Ça va. Du coup, là, ce que je fais, c'est que bien sûr, ça dans les prochaines décennies, au contraire, ce sera plutôt la fonte des glaciers. Là, je vais introduire de la fumée. Enfin, grosso modo, parce que je vais pas... C'est plein de petites... Effectivement. C'est plein de petites... On commence à voir un petit peu... c'est déjà plus haut que l'élastique. Ouais, ça a pris peut-être un petit millimètre, c'est assez léger, mais c'est quand même déjà quelque chose. Exactement. Et donc voilà, c'est vraiment ce mécanisme-là qui est principal aujourd'hui, mais comme vous l'avez dit, les glaciers sont importants. Et c'est l'expérience, l'autre expérience qu'on a juste là-bas. En fait, pour montrer justement la différence entre un glacier et une banquise. D'accord. Donc un glacier finalement c'est de l'eau sur la terre qui va quand elle fond s'ajouter aux eaux dans les mers qui sont déjà à l'état liquide. Par ailleurs, la banquise qui elle au contraire c'est un glaçon dans de l'eau finalement. Et quand le glaçon fond, il ne fait pas pour autant augmenter le niveau de l'eau. Et oui, parce que normalement, on n'empêche pas, quand on met de l'eau dans un réfrigérateur, quand le glaçon se forme, il augmente de volume. Sur une petite bouteille, donc on ne voit pas grand-chose. Si on fait marche arrière... il reprend son volume initial. Quelqu'un qui est passé hier au stand et qui disait justement, c'est comme quand... si vous prenez genre un pastis, en fait, il y a le pastis, vous mettez des glaçons dedans. Le glaçon quand il fond ne change pas le volume du pastis. Du pastis? Du verre, oui. Le pastis avec des glaçons dedans, le verre il reste au même niveau. Mais le goût change. Nous, on peut faire l'expérience avec un verre de pastis et des glaçons. Et nous, on a la version enfant avec les deux cuves. Ici, ouais, c'est celle-ci. On a en fait les deux cuves, mais du coup, il fait ultra chaud aujourd'hui, donc très vite. Et on a l'Antarctique avec un glacier qui est bien sur la mer. On a sur la terre. Et l'Arctique avec le glaçon normalement qui est par ici. Qui flotte donc dans l'océan. Donc chez nous, la banquise a déjà fait exactement. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. Et je regarderai la vidéo. Comme vous d'ailleurs. Comment? Comme vous. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Je fais des vidéos personnelles que je mets sur ma chaîne YouTube, en public. Donc aujourd'hui je suis venu ici, j'ai filmé l'extérieur. Avec votre autorisation, acceptez-vous que je vous filme un petit peu? Avec grand plaisir, juste pensez bien à identifier le forum météo sur vous savez tout. Continuer dans la nature, parce qu'on a fait que la nature c'est des secteurs et que quelle que soit la matière, vous allez choisir ça durera de l'aération mais vous pouvez choisir une spécialisation spécifique. Il y a 4 spécialisations spécifiques RSE, plus de 4, il y a 4 qui s'affichent sur cette slide, 4 qui s'affichent sur cette slide, encore. Merci madame. L'école d'architecture en fait va vous enseigner quand vous faites monter un bâtiment, dans un bâtiment qui soit sans le modèle architecture, et aussi comment construire une ville pour réunir la source et l'école
Après, je pensais peut-être les micro-organismes peuvent servir de noyau de condensation. Après, je vais vous montrer ces deux-là que j'ai pas vendus. Regardez-moi ça. L'OPGC, donc c'est l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, qui a deux thématiques principales, d'un côté les volcans et de l'autre les phénomènes dans l'atmosphère. Et donc ici, on va s'intéresser principalement aux nuages, donc comment ils se forment et qu'est-ce qu'ils deviennent et toutes les propriétés qui sont liées aux nuages. D'accord. Alors, vous avez des expériences? Exactement. Donc cette expérience, en fait, c'est une machine à nuages qui va nous permettre de former un nuage dans la machine. Donc pour ça, on va partir des composants nécessaires pour former un nuage. Donc le premier composant dont on va avoir besoin pour former les petites gouttes de nuages, ça va être de vapeur d'eau. Donc on va avoir de la vapeur d'eau qu'on va mettre avec de l'eau liquide qui va s'évaporer dans l'air au-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va avoir donc un air chargé en vapeur d'eau. Donc maintenant, on a besoin que l'eau se condense pour former nos petites gouttelettes. Donc pour ça, on a deux solutions. Soit on baisse la température, soit on baisse la pression. Ça revient au même. Dans les deux cas, l'eau va condenser. Et c'est ce qui se passe quand on a des masses d'air chargées en vapeur qui s'élèvent dans l'atmosphère. En fait, elles vont subir une baisse de température et une baisse de pression. Et donc, l'eau va condenser. Et donc pour qu'elle condense, on va avoir besoin d'un dernier élément, sinon ça ne marche pas. C'est un petit support qui va servir de noyau de condensation pour cette eau. Donc l'eau, si on a un air parfaitement propre, ne va jamais condenser. Elle a besoin d'un support. Et donc ça peut être différents types de composés, mais c'est principalement des petites particules, qu'on va appeler donc les noyaux de condensation, et qui peuvent avoir plusieurs sources. Donc une des sources qu'on a, c'est la combustion, qui va mettre des petites suies dans l'atmosphère. Et donc ces suies vont servir de noyaux de condensation autour desquels donc l'eau va condenser. Donc ça, c'est dans l'expérience qu'on va faire. Donc on va mettre un peu de suie dans notre réservoir d'eau. Donc là, j'ai mis un petit peu de suie. Donc comme vous voyez, il ne se passe rien. On a de la vapeur d'eau et des petites particules. Pour l'instant, il ne se passe rien. Et maintenant, on va baisser la pression. Et donc l'eau va pouvoir condenser et former nos petites gouttelettes. Donc là, normalement, vous pouvez voir les petites gouttelettes d'eau qui se forment. Et donc maintenant qu'on a une petite gouttelette d'eau, je vais vous montrer ce qui se passe si on réaugmente la pression. L'eau s'évapore à nouveau et du coup, on n'a plus de nuages. Donc ça, c'est un des devenirs potentiels des nuages dans l'atmosphère. Des fois, c'est la disparition. Si l'air se réchauffe, le nuage disparaît. Très bien. Merci pour l'expérience. Et après, je peux vous laisser avec ma collègue qui va vous parler des temps. Ben, si vous voulez. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous expliquer un petit peu l'exposition. Ah ben si vous voulez, avec plaisir. Alors, cette exposition, elle a été faite dans le cadre des 150 ans d'observatoire au sommet du Puy-de-Dôme. Oui. Alors cet observatoire, il a pris naissance le 29 décembre 1861. Oui. Alors, cette expo, elle a été faite dans ce cadre-là. Nous avons pris un photographe en résidence d'artiste qui s'appelle Vincent Moncorgé, qui est un photographe qui est à Lyon. Et il est venu s'immerger dans notre laboratoire à peu près une petite année. Et donc du coup, son travail a ressorti ces photos magnifiques sur la science et l'humain surtout. Ce qu'on voulait faire ressortir, c'était l'humain et le métier de chercheur ou d'ingénieur technicien. Donc, comme vous voyez, les photos sont très parlantes. Exactement. Donc là, c'est une manip qui a eu lieu à Toulouse sur des sondes aéroportées. Voilà. Là, c'est le chalet de l'observatoire au sommet du Puy-de-Dôme, avec des chercheurs qui font des manipulations à l'intérieur du chalet ou sur le toit du chalet où il y a toute l'instrumentation. Ça, ce sont des ingénieurs, techniciens
chercheurs qui sont en train de faire des manipulations sur l'instrumentation. Là, nous avons un travail qui est un peu plus avec des drones. Drones. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'observatoire, nous avons deux thématiques de recherche. Nous avons la thématique atmosphère, qui est présente en majorité aujourd'hui, et une thématique géologie, volcanologie. D'accord. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas apporté cette partie-là, mis à part le travail avec les drones, puisque sur le météo-climat, c'est plus l'atmosphère. Et au fond, nous avons un lidar sur le toit de l'observatoire. Alors, je ne sais pas où sont passés les jeunes gens qui faisaient la conférence d'avant, mais a priori, ils ont déclenché un chrono et ils ont laissé un téléphone. Donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît le groupe d'avant ou s'il y a des gens du groupe d'avant. C'est le vôtre? Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, madame, pour votre présentation. Merci. Voilà, on est bon, il fait un petit peu chaud, j'ai tombé la veste pour une fois, mais je suis pas le seul, c'est bien parce que là on est un peu plus cool, on est avec des artistes, donc au niveau dress code, on est un petit peu plus détendu qu'avec les climatologues et les spécialistes de la météo, mais c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets sérieux, mais vous allez voir que l'art ça peut être sérieux également. On va parler jusqu'à 16h30 de biodiversité entre engagement et pratique plastique. On est ici pour rencontrer 3 artistes. Je vous demande d'applaudir Yacine qui est avec nous, avec sa tenue colorée. On a également Arthur Novac ou encore Valentin. Alors, ce que je vais vous proposer, les garçons, c'est de vous présenter tour à tour parce que je pourrais vous présenter et vous introduire, mais je pense que vous le ferez nettement mieux, surtout nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait ici. On va commencer par Yacine. Merci, bonjour à tous. Moi, je suis un vieux complice du Forum Météo-Climat depuis de nombreuses années et également avec le personnage que j'arbore sur mon t-shirt coloré, comme tu l'as souligné, qui s'appelle Elix, qui est devenu en 2015 ambassadeur digital pour les Nations Unies et qui a porté un certain nombre de sujets autour du climat, de la COP21 et donc évidemment les questions climatiques depuis tout ce temps. Et en 2018, avec Adeline, qui est juste de l'autre côté de l'image, on a créé une fondation, puisque quand on est un artiste dit engagé, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, on se rend bien vite compte que l'art tout seul ne suffit pas. Enfin, en tout cas, on a besoin de changer d'échelle, et donc on a créé une fondation qui nous permet justement de mettre ce travail au service de la transition, aussi bien de la sensibilisation que du plaidoyer auprès des décideurs. J'en dirai plus tout à l'heure, si on est trois à partager cette présentation. Ouais, 2015, un premier et unique ambassadeur digital des Nations Unies, Elix, et puis donc la fondation éponyme qui participe à endosser les multiples facettes de l'artiste entre art, innovation, engagement et vision. On aura l'occasion d'en parler. Arthur Novac qui est également avec nous. Vous pouvez voir son œuvre juste sur notre gauche. On part carrément dans la forêt amazonienne. Arthur, en quelques mots, qui es-tu? Enchanté et merci au Forum de nous accueillir. Merci de nous écouter. Du coup, je suis artiste contemporain. J'ai voyagé une première fois en Amazonie en 2014. C'était mon premier voyage ailleurs qu'en Europe et il m'a énormément touché. Et je n'ai eu de cesse, si je puis expliquer comme ça, de vouloir y retourner à travers l'art. Et donc, d'où ma présence ici pour vous inviter à voyager avec moi en Amazonie à travers une forêt qui est de plus en plus créée à l'intérieur de ma tête et qui est de plus en plus fantasmée et qui prend des tournures dont je ne connais pas encore la suite, mais j'espère bien vous la présenter bientôt. Et vous pouvez aller admirer ça de plus près si vous avez envie, parce que moi j'ai été regardé, franchement on se demande encore comment c'est fait. Ça doit être l'un des mystères de l'art qu'on ne puisse pas toujours comprendre comment vous avez fait pour réaliser ce genre d'œuvre. Et puis Valentin, j'ai envie de dire que vous êtes dans son univers parce qu'on est entouré de ces photos. Valentin, si tu peux te présenter également en quelques mots. Valentin. Merci, bonjour. Je suis Valentin Paco, j'ai la chance d'être l'un des photographes de l'équipe de The Explorers, dont l'objet, l'ambition, c'est de réaliser un inventaire de la Terre, en photo, en vidéo et en dessin.
en vidéo avec la particularité de filmer son fond en 8K et en 4K et de développer une image assez artistique avec la photo et avec le dessin. Cette ambition, c'est de montrer les merveilles de la Terre sans empêcher l'émission et de donner l'ambition, donner l'envie à chacun de nous aider à réaliser cet inventaire de la Terre sur une partie contributive au travers de l'application qui est disponible partout. Donc voilà, c'est dans le cadre de ce projet global d'inventaire de la Terre. Alors moi j'ai une question qui va s'adresser à tous les trois et je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter. On aura également les questions du public lors d'un second temps. On pense souvent que les artistes sont un petit peu les passe-témoins, les témoins d'une époque qui se déroule. Est-ce que c'est le rôle aussi de l'artiste de voir demain et finalement d'apporter des solutions, une vision du monde qui nous attend et quelque part d'être porteur de messages? C'est ce que vous faites avec Elix. En fait, les artistes sont plutôt témoins d'un monde qui n'est pas encore là. Et c'est eux qui, justement, le révèlent au public. Et dans ce monde qui n'est pas encore là, effectivement, la dimension de la transformation, du changement climatique, de la perte de biodiversité est une réalité déjà bien présente, hein, mais pas finalement dans la perception générale. Donc en fait, de mettre un doigt, de donner une forme à cette perception, ça fait de fait partie de l'identité de la recherche d'un artiste qui, encore une fois, ne témoigne pas, mais révèle. C'est ce qui est un tout petit peu différent. Pour Arthur aussi, c'est important justement de révéler, d'être témoin et quelque part au travers de tes œuvres, de témoigner de ce que tu vois. Tu parlais justement de ton expérience en Amérique du Sud. Alors moi, j'aime beaucoup le discours de Yacine justement parce qu'il se positionne dans des solutions concrètes aux problèmes d'aujourd'hui, et c'est aussi le but de ce forum avec des fondations. Et en tant qu'artiste, c'est à travers ma sensibilité, les émotions que j'essaie de faire transparaître à travers mon expérience de voyage et mon travail artistique, j'essaie de faire bouger les choses à travers le cœur, si on veut, et non pas en imaginant des solutions complexes, parce que ça ne m'appartient pas, je n'ai pas qualité dans ce domaine. Donc c'est plus en essayant de toucher l'être et que je me positionne dans la protection de l'environnement. Valentin, j'imagine que l'idée également, au travers de ces photos, c'est qu'on puisse voir à quel point ce qui nous entoure est beau, peut-être prendre conscience là aussi, chacun à votre manière, d'une façon très différente les uns des autres d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas forcément, même si vous êtes tous les trois artistes, sur les mêmes domaines de compétences. Là aussi, c'est un petit peu le but finalement, de faire prendre conscience, là encore. Et de faire prendre conscience, c'est exactement ça. Initialement, en fait, de formation, je suis ingénieur agronome. Donc tout de suite j'ai eu ce lien avec la terre et le lien homme-environnement est quelque chose qui me touchait déjà beaucoup dans ma formation. Et puis j'ai eu l'occasion de réaliser différents projets à l'étranger avec au Costa Rica, au Népal, avec le lien des conflits hommes-femmes sauvages et où je partais évidemment sur des projets plus concrets de développement, en utilisant aussi la photo pour répondre à certains problèmes et montrer aux locaux certaines choses que j'ai eu l'occasion de voir sur le terrain, mais montrer aussi des choses. Et ce qu'on fait avec les Explorers, c'est cette idée de montrer les merveilles qui existent sur Terre, certaines fractures qui existent aussi, et de montrer qu'il est nécessaire aujourd'hui de protéger cette biodiversité. Alors a priori ça marche parce que je me permets de te dire qu'on a reçu une présentatrice qui est polynésienne qui était là un petit peu plus tôt et elle a voulu absolument qu'on aille faire des photos devant certaines images parce que justement elle trouvait que c'était important. C'est ça aussi finalement être artiste, c'est déclencher une prise de conscience grâce à un cliché, grâce à une œuvre. Vous pensez vraiment que finalement ça peut nous faire réagir sur juste une image ou sur une œuvre ou sur un personnage? J'ai une je pense qu'en effet, c'est l'envie que j'ai dans certaines de mes photos, c'est de susciter l'envie d'agir pour l'environnement. Peu importe l'envie, il y a la conférence et justement c'est notamment sur les gestes au quotidien. Il en faut et c'est cette ambition qu'on a aussi avec toute l'équipe des Explorers, c'est de pouvoir susciter cette envie d'agir et aussi d'être le relais, à la fois le témoin mais aussi le relais des acteurs de terrain pour rencontre qui eux sont engagés au quotidien, que ce soit des associations, des scientifiques ou autres,
et de donner envie à tous d'agir pour la Yacine, j'imagine que quand on a créé un personnage qui est l'ambassadeur virtuel, on le disait tout à l'heure, forcément on a une fierté et là on se rend compte clairement que les choses fonctionnent. Aujourd'hui on est à l'ère des NFT, c'est vrai que dans le numérique l'art compte également. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus largement, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez obscur, je pense pour beaucoup de gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui sont ici au Forum international de la météo et du climat. Oui, tout à fait, je vais vous en parler, et d'ailleurs c'est ce que je porte sur moi. Mais pour revenir à ta question, en fait, il peut y avoir un déclic sur une œuvre, souvent un film en général, souvent une prise de conscience, mais tous les artistes, ils participent le mot est choisi, d'un climat général, c'est-à-dire d'une ambiance particulière qui est plus finalement ce qu'on va appeler de la culture. L'art faisant partie de la culture, mais n'étant pas l'ensemble de la culture. On voit bien quand même que depuis 2015... Ici, ce sont les co-auteurs du livre Tout comprendre sur le climat. Et j'avais complètement été présente pendant la nuit que bah, du coup, je vais dire au courage parce que je peux pas dire. Voilà, donc vous ne devez pas les interviewer, ils sont très occupés. Ah, ici c'est l'INRAE. Alors qu'est-ce que l'INRAE? C'est Institut de recherche sur l'environnement et alimentation. Ah, Institut de recherche sur l'environnement et alimentation. Et c'est, vous êtes Julia Eda. Vous allez avoir des informations. Alors ici, donc, comme je disais, c'est l'INRAE qui est, bonjour madame. L'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bien. Et donc... Nous sommes un institut national. Oui. On traite toutes sortes de thématiques. Et ici, par exemple, on présente une thématique qui est centrée sur ce que voient les plantes. Oui. Donc, comment elles se repèrent dans l'espace, dans l'environnement proche. D'accord. Et comment elles sont capables de reconnaître si elles sont entourées de d'autres plantes voisines ou pas. Oui. Voilà. Donc on a prévu un petit dispositif qui permet de montrer que le signal lumineux reçu par les plantes, il peut être traité de différentes manières. Il peut être absorbé, transmis ou réfléchi. Et on utilise ici en particulier la réflexion du rayonnement pour montrer que les plantes se voient de cette manière-là entre elles. C'est en réfléchissant la lumière qu'elles peuvent informer ses voisines, coucou, je suis là, vous n'êtes pas toute seule, je suis aussi ici. Donc ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres sensibles et vivants, oui. Voilà. Elle développe plein de systèmes de communication et un de ces sens passe par la lumière, par l'analyse du signal lumineux. D'accord. Et ce sont elles qui me créent des problèmes quand mon épouse revient à la maison et me dit tu n'as pas arrosé les plantes. Ah bah oui, ça c'est pas bien si vous n'avez pas arrosé les plantes. Mais encore, si c'est un oubli momentané, c'est pas trop grave. Si vous oubliez tout le temps, ça devient très grave. Parce que donc il faut que je fasse ne pousse pas. très attention. Oui. Alors ce qui serait plus gênant, c'est si vous faisiez à votre épouse tourner la plante tout le temps. Ah. Ça, c'est pas très bon. C'est pas bon. D'accord. Soit vous les faites tourner, mais vraiment à des intervalles réguliers pour qu'elle puisse se repérer, avoir une sorte de cycle chronobiologique. Soit vous la laissez tranquille parce qu'elle s'est déjà adaptée aux conditions que vous lui avez proposées. Donc si vous la faites tourner, elle sait pas, elle saura plus où elle en est. Donc laissez-la tranquille. Elle s'est adaptée à ces conditions. Ne la touchez pas. C'est noté, madame. Voilà. C'est noté. Et donc ici, on
montre très clairement que les plantes se voient à travers l'analyse des signaux lumineux qu'elles s'échangent. Oui. Si je bouge cette plante-là et que je la rapproche de celui-ci qui est illustré ici par ce capteur, en fait ce capteur sert à montrer qu'elles sont capables de capter la lumière qu'elles se renvoient. Et on affiche ici un spectre électromagnétique de la lumière qui est capté par ce capteur en direct. Oui. Si je fais bouger cette plante-là, vous verrez que ce spectre électromagnétique, je suis en train de bouger la plante et vous verrez qu'il va commencer à bouger. Voilà, il y a des petites choses qui bougent en permanence et que c'est pas figé. Et en fonction de la façon dont la plante se présente face à ce capteur, on voit bien qu'il y a des éléments qui apparaissent ou disparaissent. Ici, vous voyez, ça augmente. Alors que si je l'éloigne, ça va baisser un petit peu plus. Voilà. Et donc, c'est par ce fait, par cette variation de ce spectre électromagnétique que les plantes sont capables de piocher certaines longueurs d'onde, les analyser et se dire, avec des photorécepteurs très spécifiques, elles sont capables de dire, tiens, là j'ai une voisine, dans telle direction, j'ai quelqu'un. Maintenant, imaginez que cette plante-là, ici, elle pousse tranquille, et puis d'un coup, il y a une autre plante qui vient l'enquiquiner. Alors, quand je dis elle vient l'enquiquiner, c'est pas méchant. Toutes les plantes ont besoin de lumière, elles ont besoin de nutriments. Mais s'il y en a une qui se rapproche un peu trop les unes des autres, bah, ça pose problème dans l'accès à la lumière pour faire de la photosynthèse. Donc imaginez, cette plante-là, elle vient un peu embêter celle-ci. Qu'est-ce que cette plante-là peut faire? Dépérir? Oui, c'est la solution ultime. Mais avant ça, elle va essayer peut-être détourner ses axes, comme ça, pour ne pas être embêtée par celle-là et quand même pouvoir récupérer de la lumière pour faire de la photosynthèse. Un autre moyen, c'est de dire effectivement, ceux-là, je ne peux pas les bouger, donc je ne les nourris plus, ils vont dépérir effectivement, mais pas les autres parties. Les autres parties vont continuer la croissance. Et si vraiment je suis dans des conditions où celle-là pousse très vite et elle m'embrase tout le temps, la solution ultime, vous voyez là ce qui se passe ici? Un bourgeon. Voilà, ça produit une fleur. Qui dit fleur dit graine. Donc je produis des graines, je fleuris, je graine, je dispatche mes graines et je... Là oui, je peux mourir. D'accord. Voilà, mais j'ai laissé de la descendance. Voilà, donc tout est possible. Très intéressant. Et elles se voient à travers les échanges avec la lumière. Les plantes sont des grandes communicantes. Elles échangent à travers la lumière, elles échangent à travers des molécules qu'elles sécrètent dans l'air. Et aussi par les racines, parce que au niveau des racinaires, elles sécrètent aussi un certain nombre de molécules. Elles communiquent tout le temps entre elles. D'accord. Voilà. Et après, c'est aussi à elles de voir, et selon l'espèce à laquelle elles appartiennent, comment elles réagissent. Si elles réagissent vite, immédiatement, ou si elles attendent un peu, ou si elles se disent c'est pas la peine de se fatiguer, de faire accélérer la croissance, je préfère produire des graines et mourir. Peut-être que c'est la meilleure des solutions. Alors, eh bien, écoutez, merci beaucoup, madame. De rien. Je retiens la leçon pour... Pas toucher vos plantes, pas les tourner tout le temps. Elles se sont déjà adaptées. Si elles sont là, toujours vertes et vivantes, c'est qu'elles se sont adaptées à vos conditions. Ne les bougez plus. Merci beaucoup, madame. Voilà. Et vous irez voir ma chaîne. D'accord. Et vous pouvez... Oui, je vais prendre notre... Voilà. Vous pouvez, disons, si vous jugez utile de récupérer des morceaux du film, vous en avez le droit. D'accord. Pas de problème. Je vais vous prendre en photo votre téléphone, comme ça je saurai, parce que sinon je vais oublier. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Au revoir, mesdames. Au revoir. Bonjour, monsieur. Enchanté. Je vous suis à la télé. Je suis Papito Production, retraité, RATP. Je fais des vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube. Acceptez-vous que je prenne le début de votre... et si vous voulez aller voir ma chaîne. Avec plaisir. Voilà. Plaisir surtout. Il faut sensibiliser. Eh bien, c'est une manière générale, un petit truc. Donc, merci beaucoup de votre gentillesse. Réchauffement lié aux activités humaines risque de n'en être qu'à son début. Toute
de suite, nos recherches ont un retentissement au niveau international. Deux choses. De façon très claire que les concentrations en gaz carbonique n'ont jamais été aussi élevées que depuis 150 ans, donc que les activités humaines ont modifié de façon importante. Le premier Français à recevoir le prix d'Ecclesheim, considéré comme l'équivalent du prix Nobel dans le domaine des sciences de la Terre et de l'univers. I am honored for my contribution to ice core science, ice core research in particular, to the European projects that did with two important findings: the existence of a link between greenhouse gases and climate in the past. Mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Cet engagement de tous les pays est historique, même si je suis conscient que le chemin à parcourir est encore long. Une nouvelle génération de jeunes, voire de très jeunes militants pour le climat, arrive. C'est pour moi une belle surprise. Les multiples conséquences du réchauffement risquent d'être dévastatrices d'ici quelques décennies. Plus ça risque de se reproduire, mais c'est pas dans le délire. Si, c'est maintenant. J'ai toujours plaisir à vous connaître. Ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas. Non, mais ne m'inquiète pas, ça fait très longtemps qu'on se connaît, Jean. On a eu l'occasion de faire tellement d'événements ensemble. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je connais Jean. Et c'est vrai qu'on s'est vu en maintes occasions. Il y a une vingtaine d'années, je vais vous dire honnêtement, quand je venais assister à des conférences, on commençait à parler avec Christian Vanier, Morgane Daudet, avec tous les gens du Forum international de la météo du climat, et que vous et vos confrères veniez nous parler, on se disait, ils en font peut-être un peu trop. C'est quoi le constat aujourd'hui? Le climat, on est où en 2022, Jean-Joseph? Oui, alors le climat, par rapport à la question, c'est que le climat, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est en fait ce qu'on envisageait depuis une trentaine d'années dans les rapports successifs du GIEC. Quand on regarde, par exemple, l'accélération, le niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer, avec entre 3 et 4 mm actuellement, peut-être entre 1 mm chaque année. Disons, ce siècle dernier, ça s'était envisagé, le rythme du réchauffement climatique, 2 dizaines de degrés, c'est ce que nous envisagions, et par exemple, l'intensification des événements extrêmes, plus de vagues de chaleur, plus de sécheresse, des cyclones plus importants, des pluies torrentielles, tout cela, eh bien, c'est malheureusement ce que nous envisageons il y a une vingtaine d'années. Donc, ça devrait effectivement nous inviter à prendre au sérieux ce que notre communauté envisage d'ici 30 ans. C'est ça le message. Le scientifique cherche, le scientifique alerte quand il s'agit de vous, Jean-Joseph, et d'autres collègues. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on pensait tous que le réchauffement climatique, c'était que finalement, on allait un peu plus vivre au Club Med toute l'année, peut-être ici à Paris, et finalement, vous nous disiez déjà à l'époque, vous nous alertiez, il y aura plus de phénomènes extrêmes. Vous nous expliquiez déjà ça, finalement, confirmation des modèles. Alors, prise de conscience aujourd'hui de la part de tout à chacun. Je pense que d'ailleurs, le succès de cet événement depuis samedi, on a eu beaucoup de conférences, tout s'est très bien passé, montre que les gens sont plus impliqués, les pouvoirs peut-être d'une autre façon. C'est quoi, finalement, l'état des lieux aujourd'hui par rapport à la prise de conscience de tout à chacun et ce qu'on fait, et est-ce que c'est suffisant surtout? Donc, la prise de conscience, elle s'est effectuée à travers la perception des événements extrêmes. Parce qu'en fait, ce n'est pas la température moyenne, l'augmentation de la température moyenne qui nous fait prendre conscience du réchauffement. Ce sont vraiment ces événements extrêmes, voilà, des températures comme près de 50 degrés en Colombie-Britannique, c'est-à-dire à la latitude de la France l'an dernier, des pluies torrentielles disons en Belgique ou en Allemagne, des cyclones plus intenses.
Voilà, cette élévation du niveau de la mer qui devient perceptible dans certains endroits. Et c'est ça qui nous a, disons, fait prendre de conscience collectivement. Le problème de réchauffement climatique, c'est qu'il y a, c'est ce que je dis là, il y a un décalage entre les causes du réchauffement climatique et effectivement les premiers effets. Et ce décalage n'est pas favorable en termes de prise de conscience, parce que beaucoup de gens se disent, ok, d'ailleurs se sont dit pendant très longtemps, on cause toujours, on verra bien. Mais bon, nous étions persuadés, notre communauté, que si nous continuions à émettre des gaz à effet de serre, nous aurions un réchauffement important. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est. Alors, la prise de conscience, cette décennie est essentielle. C'est pas dans la prochaine décennie qu'on doit commencer à diminuer les émissions, c'est maintenant, c'est inscrit dans la loi d'ailleurs. La cloche qui retentit au moment où vous nous annoncez ces paroles. Il y a une date dont on parle beaucoup depuis le début de ce 19e Forum international de la météo et du climat, c'est 2030. Est-ce que vous pensez que par rapport à l'action, justement, vous avez dit ce mot qui est très fort dans Gisèle, l'action, est-ce qu'on en fait suffisamment? Que donnent les modèles? Les scientifiques pensent quoi justement de l'action des uns et des autres? Donc l'action, pour moi, telle qu'elle est inscrite dans les textes, elle est suffisante. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau européen, nous avons l'Europe a inscrit comme objectif de diminuer les émissions de 55% en 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. On a déjà diminué ces émissions d'à peu près 20%. Mais la difficulté, c'est qu'on a diminué nos émissions sur le territoire national, mais quand on parle de l'empreinte carbone, c'est-à-dire si on tient compte de ce qu'on importe, de ce qu'on exporte aussi bien sûr, mais surtout de ce qu'on importe, puisqu'on apporte plus de biens et de matériaux en France qu'on en exporte, et bien cette empreinte carbone, elle, ne diminue pratiquement pas, elle stagne. Et il faudrait vraiment que ce soit l'empreinte carbone qui diminue. Mais déjà, essayons de respecter ces objectifs affichés au niveau européen, qui seront, alors, disons avant c'était moins 40%, mais je pense que ça sera aussi de nouveau inscrit dans la loi. Et si nous réussissons, nous mettons effectivement sur une trajectoire compatible avec cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais on voit bien que c'est un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. Je répète un peu ici ce qui est dit dans les documentaires, c'est notre vie de tous les jours, se déplacer, se loger, se nourrir, la consommation, la production. Et nous sommes tous concernés, bien sûr. L'État est concerné, le gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? J'ai rencontré Emmanuel Macron avec une dizaine de collègues, une dizaine la semaine dernière, donc il nous a demandé en gros son action, on a essayé de redire, il sait bien sûr ce qu'il faut faire, j'ai aussi parlé beaucoup de l'éducation, de renouvelable, justement de propulsion des citoyens, de la recherche, de l'innovation, c'est tout ça qu'il faut faire, mais voilà, c'est maintenant. Les 5 années de ce mandat d'Emmanuel Macron vont être essentielles pour la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Il faut aussi penser à l'adaptation, puisque de façon quasi inéluctable, dans notre pays, on prendra 1 degré supplémentaire d'ici 2050. Ça, on n'y échappera pas. Et donc, il faut aussi s'y préparer et faire, disons, les mesures qu'on prend aujourd'hui, c'est plutôt pour l'approche 2050. C'est-à-dire on a du mal, avec ce décalage entre causes et conséquences, on a du mal à faire comprendre que finalement on décide du climat de la deuxième partie de ce siècle, de ce que vont connaître les jeunes d'aujourd'hui lorsqu'ils seront, lorsqu'ils auront mon âge, je dirais, voilà, c'est maintenant qu'on en décide. C'est-à-dire c'est dur de faire comprendre que les 10 années, on décide vraiment du climat que les jeunes connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle. C'est ce que je dis souvent, on ne parle plus de génération future, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qu'on parle. Alors justement, la jeunesse qui est très sensible face à tous ces problèmes, ces problématiques plutôt des changements climatiques. On a vu beaucoup d'enfants qui sont venus avec leur famille et parfois les parents nous disent d'ailleurs que c'est souvent les enfants qui vont dire « Ah, tu fais couler l'eau trop longtemps, vous n'êtes absolument pas la voiture ». Justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un travail suffisant d'explication, de pédagogie auprès des uns et des autres pour faire comprendre quels sont les enjeux, même si vous tirez la sonnette d'alarme maintenant depuis de nombreuses années? Donc il y a différentes façons effectivement disons, de sensibiliser les enfants et bien ça peut être au sein de famille, ça peut être au sein d'événements comme celui de météo et climat. On est beaucoup tourné vers les classes par exemple.
mais et ça s'est quand même, disons, ça s'est quand même amélioré par rapport à ce qui s'y faisait il y a une quinzaine d'années. Disons, ce qu'on enseigne aux enfants, la prise de conscience de cette nécessité de transition dans le primaire, dans le secondaire, et là je viens récemment de remettre à la ministre des recommandations avec le collègue Lucas Badi, des recommandations sur ce qu'il faudrait faire dans l'enseignement supérieur, une prise de conscience de l'ensemble des étudiants par rapport à la nécessité de bouger, quoi, hein. Donc je pense que par rapport à cette nécessaire sensibilisation, les programmes scolaires sont, disons, mieux adaptés qu'il y a une quinzaine d'années. Alors c'est pas suffisant, mais c'est, je dirais, indispensable. Ensuite, il faut aussi, bon, je regrette quelquefois qu'il n'y ait pas, disons, assez d'émissions de radio, de télé. Donc il y a, voilà, tout à l'heure il y avait le youtubeur, disons, les bons potes qui étaient là, donc il y a aussi des façons, moi je ne le fais pas, mais les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibles aux réseaux sociaux, sont très fanats des réseaux sociaux, mais aussi, il faut aussi s'investir. Je ne le fais pas moi-même, mais leur bon pote était là, c'était une des figures de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, de l'émission des notes, on fait beaucoup, donc tous les moyens sont bons. Ça peut être le théâtre, le cinéma, les documentaires comme celui-là. La sensibilisation, elle doit se faire dans tout, disons, le plus possible. Il y a aucun moyen qui soit adapté. Par exemple, il y a eu récemment des bandes dessinées, comme celle de Jean-Marc Jancovici. C'est aussi un moyen de sensibiliser disons, à la réalité de la journée. Voilà, c'est ça. Les médias ont un rôle à jouer. Par exemple, la parole comme celui-là est aussi intéressant par rapport aux jeunes. Oui, je profite de ce que vous dites, Jean-Joseph, pour rebondir, puisque tout autour de nous, justement, l'art aussi est présent, parce que via l'art, on peut poursuivre le combat, notamment toutes ces photos que vous pouvez voir autour de vous avec cette exposition, ou encore ce piano qui nous emmène tout droit du côté de l'Amazonie pour nous faire prendre conscience des problèmes également là-bas, parce que effectivement, même si ce sont souvent les pays de l'hémisphère nord qui ont contribué à ces dérèglements, aujourd'hui on l'a vu hier dans une conférence avec nos amis du Sénégal, nos amis de Madagascar, puisque c'est vraiment un forum international de la météo et du climat, que là-bas, du côté de l'hémisphère sud, la situation est compliquée. Qu'est-ce qui, vous, Jean Jouzel, en tant qu'homme, vous donne le courage de poursuivre ce combat, d'avancer, parce qu'on se voit régulièrement, et chaque année, je me dis, il a toujours cette énergie. Non, alors d'abord, oui, l'art est au cœur de, c'est un moyen donc de le faire. J'ai passé les 2 derniers jours à Évron, au festival Anthropocène, c'est-à-dire, voilà, c'était des manifestations dans un théâtre, donc voilà, il faut aussi, l'art est au cœur ici. Alors, disons, peut être aussi un moyen, c'est aussi un moyen de transmettre la culture au sens large. Disons, est un vecteur de la prise de conscience de la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce qui nous motive? Eh bien, ce qui nous motive, c'est que ce qui est dit là, disons, ce que dit cette jeune fille dans le film, elle dit chaque centième de degré compte. C'est ce qu'elle dit. Même si on peut faire que 0,01 degré, ça compte. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que je ne suis pas naïf, c'est difficile, on s'y prend peut-être un peu trop tard pour respecter 1,5 degré. J'espère que ce sera possible autour de 2 degrés, mais ce qui me motive actuellement, c'est que l'action, d'abord l'action, elle est indispensable. Il faut absolument limiter le réchauffement climatique au maximum, s'éloigner le moins possible de 1,5 degré, je dirais. Et ensuite, c'est aussi dire et redire aux jeunes d'aujourd'hui que cette action, eh bien, elle est attractive, c'est-à-dire que c'est quoi l'action? Eh bien, c'est aussi je dirais, beaucoup de recherche, d'innovation, de création d'emploi. Alors, pas que de la recherche d'innovation technique, ça peut être de la recherche de l'innovation sociétale, justement dans la culture, dans la mode d'organisation des sociétés. Donc, finalement, ce qu'on invite, oui, ce qu'on souhaiterait pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils prennent cette transition en bras-le-corps. Il y a tellement de choses à faire et il faut aussi bien, je crois, comprendre conscience, en tout cas, que cette transition carbone, enfin cette neutralité carbone qui est affichée maintenant à l'horizon 2050 par 120 pays et 2060 pour la Chine, lorsqu'on y arrivera, parce que j'espère qu'on y arrivera, que vous y arriverez collectivement, c'est indispensable, eh bien au bout du chemin, c'est un monde quand même, je dirais, plus intéressant, avec moins de pollution. Donc il faut, je veux dire, c'est cette idée que cette transition,
c'est aussi c'est une transition pour la réussir et aussi beaucoup de solidarité. C'est ce qui manque un peu, c'est aussi, je voudrais penser aux autres, la transition, on voit bien, c'est sur le risque d'accroissement des inégalités, c'est aussi une transition sociétale. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour un jeune d'aujourd'hui de s'y engager. Il y a beaucoup à faire du point de vue professionnel, il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire, je répète des choses que je dis, que le réchauffement climatique, c'est pas son affaire, quel que soit les jeunes ici, le secteur d'activité dans lequel vous vous lancerez, eh bien, vous pourrez, dans votre vie professionnelle et bien sûr dans votre vie citoyenne de tous les jours, disons, contribuer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi la nécessaire adaptation, il y a beaucoup à faire, donc ce sont aussi des opportunités. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras, même si j'en suis très réaliste, on n'est pas bien embarqué, mais il faut surtout pas baisser les bras. Si je continue, effectivement, si je suis ici, comme je suis dans météo climat appliqué depuis assez longtemps, j'ai fait des conférences toute la semaine, voilà, donc dans différents lieux, eh bien c'est parce que je crois que l'action, c'est maintenant, et que j'encourage l'action et qu'elle ne sera jamais inutile. Alors, un dernier mot avant de passer la parole au public pour des questions. Je sais que quand vous arrivez ici, tout le monde vous saute dessus, un peu à la façon d'un Rod Stewart ou d'une Evelyne Delia. Qu'est-ce que vous retenez quand vous voyez justement tous nos partenaires qui sont là, ce village qui a été organisé par l'hôtel de ville, et justement toutes ces actions, ces initiatives également, ces idées, vous en retenez quoi de cette édition de ce forum? J'en retiens, tout le monde va être concerné. Ici, nous avons des entreprises, des médias, différents des ONG qui se sont, disons, qui sont à côté des co-organisateurs, disons Christophe Vanier et Météo et Climat, de ce forum. Donc c'est important, vous savez bien, disons, d'avoir des partenaires. Et disons, tous ces partenaires, les entreprises ont un rôle à jouer très important. Il faut vraiment qu'elles nous jouent bien. Disons, les entreprises sont importantes, bien sûr, les médias sont aussi présents, le sont, les ONG ont un rôle également important. Les élus, nous sommes ici accueillis par la mairie de Paris, et Anne Hidalgo sera là, je pense, demain pour l'ouverture et après-demain. Donc voilà, donc les élus ont un rôle très important. Donc ce que je retiens, c'est que comment on entraîne l'ensemble de la société. C'est ça qui est intéressant dans ces soutiens, c'est qu'ils sont variés, médias, élus, ONG, voilà, demain, et c'est très important, je le redis, tout le système éducatif. Donc nous aurons une journée enseignante, une journée plus scientifique mardi, et je vous invite vraiment à les regarder, à les suivre. Donc c'est ça, c'est comment, bon, bien sûr, vous savez bien que la question, c'est qu'on réussit à entraîner une partie des classes d'âge, une partie des jeunes sont sensibles, une partie des entreprises, une partie des élus. Et ce qu'il faut faire, et comment on réussit, ce qu'on est capable de réussir, c'est comment on entraîne 100% des jeunes, on entraîne 100% des entreprises, disons, à être vertueuses par rapport à ces objectifs. C'est ça la difficulté, c'est ce changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, nous n'avons pas le temps. Disons, nous n'avons maintenant plus de temps pour le mettre. C'est tout de suite qu'il faut le mettre en œuvre. Donc c'est ça la difficulté, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'avoir déjà des partenaires, et je l'espère, à partir de là, évidemment, contribuer à notre échelle, évidemment, disons, à la mise en œuvre, à l'action. Je crois, par exemple, sans vouloir, disons, prévaloir, je crois que la communauté scientifique, par exemple, a joué un rôle important. Nous avons été reçus par Emmanuel Macron la semaine dernière. Voilà, on a quand même, été en mesure de dire ce qu'il faudra faire. Donc on voit bien quand même qu'il y a une prise de conscience. On parle d'une planification écologique, on ne sait pas encore aujourd'hui qui sera premier ou premier ministre, mais si, disons, ce que notre président a annoncé se réalise, c'est-à-dire mettre la transition écologique au cœur de son mandat, eh bien, ça peut être important. C'est important, mais c'est important si la réalité, disons, rejoint les promesses. Ça n'a pas été le cas au cours du premier mandat de Emmanuel Macron. C'est bien ça le problème. Donc les promesses étaient là, mais au bout du compte, on a pris du retard. Donc voilà, j'aimerais bien que cette fois, on n'en prenne pas. J'espère qu'on vous a entendu, Jean-Joseph. Jamais de langue de bois, et c'est ça qu'on aime, beaucoup de motivation. Vous parlez des scolaires, j'en profite pour dire que c'est tout au long de l'année que des milliers de scolaires, et je pourrais même dire depuis le début du forum, des centaines de milliers de scolaires sont venus. Il y en aura encore beaucoup qui vont venir ce lundi
ce lundi. Je rappelle que voilà, Météo et Climat, c'est toute l'année. On a également des parutions et puis beaucoup de sensibilisation. Jean Jouzel, on va passer à une série de questions éventuellement. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Vous pouvez en profiter. C'est pas souvent qu'on a quelqu'un de la qualité de Jean Jouzel qui est parmi nous. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup avec vous, c'est le fait que vous êtes très facile d'accès, parce que j'imagine que quand on vous pose des questions, c'est toujours de façon assez candide. Monsieur, vous en prie. Bonjour monsieur. Monsieur vous a posé la question de savoir comment ça allait entre vous et votre frère. Oui, moi, je vous pose la question, comment ça va entre vous et les forestiers français? Et les forestiers français, la question est précise. La coopérative forestière CFBL a fait l'objet d'une destruction de matériel il y a 48 heures. Des individus ont brûlé un matériel qui coûte 350 000 €, qui est destiné à couper des arbres. Quelle est votre réaction par rapport à cet acte? Donc, d'abord, je vais commencer. Le premier point, c'est ma réaction est évidemment une réaction de rejet. Je ne crois pas qu'on ne doit absolument pas arriver à ce type, à ce type d'action. C'est tout à fait répréhensible pour moi. Disons, je souhaite que au cours des 2 dernières semaines, la semaine dernière en fait, puisque j'ai interagi pas mal avec les forestiers, donc avec les forestiers avec l'affaire, c'est-à-dire les forestiers privés. Donc j'ai fait une conférence mardi la semaine dernière, mercredi j'étais à Épinal avec les forestiers des Vosges. Donc voilà, j'ai fait des conférences et moi je pense vraiment que par rapport aux objectifs qu'on a en termes de lutte contre le réchauffement climatique, l'exploitation de la forêt est indispensable. Voilà, donc, il y a beaucoup de discussions, mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre des objectifs, c'est le problème du piégeage du carbone. Et donc après il faut le faire, et c'est pour ça qu'on discute les gens de façon intelligente et puis respectueuse aussi de la biodiversité, il y a aussi de la replantation. D'un côté, il faut faire aussi, dans certains cas, on parle de coups de phrase, c'est ce qui s'est beaucoup discuté. Donc comment on évite quand même des coups de phrase. Alors, par exemple, dans les Vosges, on a dit il y a des coups de phrase, mais c'est simplement qu'en fait, il y a des problèmes de scolytes que vous connaissez, et les forestiers nous disent oui, on fait des coups de phrase, mais c'est vraiment sur des parcelles où il y a la scolite, et donc qui sont condamnés à très court terme, mais bon, si on ne le fait pas. Donc voilà, donc ce sont, moi j'ai justement interagi avec les forestiers pour la dernière semaine, et on a parlé effectivement, pas de la destruction d'hier, puisque c'était avant-hier, mais bon, je pense que c'est pas la façon d'avancer. Et voilà, il y a aussi, si on veut, d'un côté que dans la loi, si on revient à la loi, il y a l'objectif de piégeage, on a l'objectif d'augmenter le puits de carbone d'une forêt, de la végétation en France de 50% à l'horizon 2050, et ça ne se fera pas sans une exploitation qu'on espère intelligente et consensuelle des forêts. Donc voilà, c'est un peu pas la dernière écoute, et c'est un peu l'objectif, voilà, qui est quand même déplacé. D'autres questions? Oui. Voilà. Bonjour Jean. Oui. Donc deux remarques plutôt. D'abord que ce reportage était vraiment très émouvant. Moi je suis aussi fils d'agriculteur, j'ai aussi grandi dans une ferme, donc voilà, ce que je vois me parle beaucoup. Et on sait très bien dans le monde agricole, comme dans le monde de la sylviculture, que le changement climatique coûtera beaucoup plus cher que quelques centaines de milliers d'euros, et que ça nous coûte déjà énormément. Juste une autre remarque, c'est pour dire que vous avez aussi été un excellent professeur. Voilà, et je vous en remercie. J'ai suivi vos cours il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Alors que voilà, j'étais plutôt modélisateur au début. Voilà, je me rappelle en particulier d'une chose, vous nous aviez évoqué combien coûtait, on parlait des systèmes, de l'évaluation des systèmes écosystémiques. Voilà, et vous nous aviez dit combien coûte la disparition d'un oiseau, par exemple. Est-ce qu'on peut évaluer combien coûte la disparition d'un oiseau? C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a aussi incité
m'engager dans ce combat. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour vos hommages. On va passer à une autre question. Merci monsieur. Merci. Non, mais le micro arrive, ne vous inquiétez pas. Monsieur Joseph, bonjour, merci pour toute votre expérience et vos actions. Si on devait choisir entre une action prioritaire, quelle serait la priorité, par exemple, pour ce nouveau gouvernement? Est-ce que ce serait le bâtiment? Est-ce que ce serait les transports? Ou est-ce que ce serait la nourriture? Quel serait le sujet le plus prioritaire pour le climat? Oui, alors, si on se place, d'un côté, disons, de l'efficacité, là où on attend le plus, ça ne veut pas dire qu'il soit prioritaire, c'est du bâtiment. Quand on regarde l'horizon 2030, pratiquement par rapport à 2015, on attend dans la stratégie nationale de carbone une division par 2 des émissions entre 2030 et 2015. Ça voudrait vraiment dire de rénover 700 000 logements par an. On n'y arrive pas pour le moment, mais disons que c'est là où il y a le plus grand potentiel. Mais la priorité elle va dépendre, par exemple, moi je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. La mobilité, il faut absolument que la mobilité continue la contribution de pour les cheveux? Non, c'est des protège-selles pour les vélos. Des protège-selles? Selles pour les vélos, si vous avez un vélo. Ah ben oui, j'ai un vélo électrique, assistance. Bah tant mieux, vous pouvez protéger votre selle. Eh bien merci, allez, je peux en avoir un deuxième pour mon fils. Tenez. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci et à bientôt. À bientôt. Sur YouTube. Sur YouTube. Bien sûr. Papito Production. Vous avez noté? Regardez. Non, je l'ai. Vous l'avez noté. Parfait. Merci. Au revoir. Au revoir.